pour essayer d'aller un peu plus loin quand même, hein, puisqu'on a vu on a dit à la fin du dernier cours que Tarbes était une ville indéfendable et une ville qui n'avait pas été défendue non plus. Donc on va revenir sur ces notions pour essayer de voir plus loin. Ici, donc quelque chose qu'on a déjà vu, mais vous avez une liste des communes qui ont été impactées par le passage de Montgomery surtout, et d'autres aussi, mais enfin surtout Montgomery. Et par conséquent, ce qu'on avait dit la dernière fois, il ne faut pas se baser sur le vide du Magnoac, voyez, ni de la Basse-Neste, parce que là, c'est pas l'évêché de Tarbes. Vous voyez, c'est pas le diocèse de Tarbes, et par conséquent, on n'a pas les archives, on n'a pas les mêmes archives, du moins. Voilà. Ça, c'était une première chose. Deuxième chose, tous les points noirs que vous voyez là sont concentrés sur le Piémont. Et par conséquent, ça veut dire que la montagne est restée en dehors de ça. Et vous voyez que la limite ici, la limite vers le Lavedan, c'est Lourdes. Il faut dire que Lourdes, avant de l'attaquer, il faut être sûr d'avoir le temps de faire le siège quand même. Et Lourdes est une place forte royale qui possède des canons, par exemple. Et de l'autre côté, la vallée de l'Adour, vous voyez que on a le nom de Bagnères, mais Bagnères n'a pas été investi. Ils ont failli l'être, mais à un moment donné, ils ont préféré payer une rançon, en quelque sorte, pour éviter d'être impactés par les troupes huguenotes. Voyez. Donc, ça vous explique qu'il n'y ait pratiquement plus d'églises très anciennes, du moins complètement intactes, dans tout le Piémont. Alors on peut trouver des fragments, des vestiges d'églises antérieures, bien sûr, d'églises romanes, mais ce ne sont que des vestiges. Vous voyez, il n'y a pas des petites églises romanes qu'on trouve en Vallée d'Or ou même en Vallée de Barège, etc. Donc ça vous explique donc cette différence aussi. Bon, et puis, comme ça a été la plupart des églises qui ont subi des incendies, des destructions, des pillages, vous voyez, il a fallu reconstruire. Et on a mis beaucoup de temps à réparer, à reconstruire, parce que le minimum, c'est quand même la toiture qui s'est effondrée. La toiture incendiée, les murs relativement un peu touchés quand même par l'incendie, au moins sur les parties hautes. Voyez, donc ça explique donc au XVIIe siècle, on va trouver cette espèce d'art nouveau qu'on appelle l'art baroque d'ailleurs, et qui coïncide avec ce qu'on appelle la contre-réforme catholique. La contre-réforme catholique, c'est-à-dire un mouvement de l'Église qui a cherché à se réformer après le Concile de Trente. Elle y a réussi plus ou moins, mais en fait, elle a une attitude beaucoup plus agressive, on va le voir, par rapport aux protestants. Les protestants, il faut vous dire qu'ils relèvent la tête aussi. On est dans la période qui a été la régence de Louis XIII, voyez, donc une période où les grands relèvent le caquet, en quelque sorte. Ils sont prêts à se révolter, ils demandent des choses au roi, si on ne leur donne pas, ils se replient sur leur terre, ils lèvent une armée, ils se révoltent. Et alors le grand travail, en quelque sorte, comment dire, la tâche
la tâche de Louis XIII en ses débuts, quand il a repris le contrôle. Vous savez que Louis XIII a eu des favoris. Le premier, ça a été son oiseleur, on appelait ça comme ça, celui qui l'aidait à la chasse aux faucons. Et il s'appelait Luynes. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Voilà. Et ensuite, donc, en 1624, on est donc dans le premier quart du XVIIe siècle, vous voyez, il fait confiance à Richelieu. Et avec Richelieu, qui est un homme très rigoureux, qui a des vues beaucoup plus vastes que les ministres qui l'entouraient ou qui étaient là avant lui, Richelieu va aussi lutter toute sa carrière politique comme une sorte de Premier ministre, même s'il ne porte pas ce nom-là. Donc il va lutter à la fois contre les nobles, qui de temps en temps se révoltent dans une région comme ça. Il va lutter contre les protestants. Alors les protestants, l'édit de Nantes leur a donné la liberté de culte, mais aussi des places fortes, comme Montauban, qui arrivera à résister à l'armée royale, là, ou comme La Rochelle. Donc ça vous dit quelque chose, c'est le siège de La Rochelle. Et là, parce que La Rochelle a une particularité, c'est que La Rochelle est ravitaillée par la flotte anglaise. Ils ne sont pas protestants, du moins pas en majorité, ils sont anglicans, mais n'empêche que quand ils peuvent intervenir dans les affaires françaises, comme ça, ils le font. Et puis Richelieu, c'est celui qui également pense beaucoup plus large. Son but, ça va être de faire la guerre contre les Habsbourg. Alors rappelez-vous, le Habsbourg, c'est l'Espagne, c'est le Milanais, c'est les Habsbourg d'Autriche, c'est le Palatinat, c'est enfin certaines régions d'Allemagne, la Bavière surtout, et c'est les Pays-Bas. Donc on est complètement entouré. Et alors il va lutter par exemple pour éviter que le passage le plus facile entre l'Italie et l'Autriche soit aux mains des Espagnols. Et ça s'appelait la vallée de la Valteline. Je ne sais pas si ça vous dit encore quelque chose. Ce sont des choses qu'on voyait un peu autrefois, mais là, on ne voit plus ça, de toute façon. Donc, tout ça pour vous dire que c'est important, si vous voulez étudier une église particulière dans un village, là, il faut toujours voir si vous avez le nom de cette église, enfin du village, dans la liste des dégâts causés par les protestants. C'est déjà un premier point, une première étape. Et cette liste, elle est visible? Cette liste des dégâts d'Amiens? Ah ben, elle est publiée, oui. Ah oui. Elle est même publiée, ça je ne vous l'ai pas dit parce que c'est un ouvrage que je n'ai pas, donc je n'ai pas pu vous le montrer. Il y a à la fin du 19e ou au début 20e siècle une collection. Vous avez une place là autrement. Ici aussi. Et puis là, tout ça. Ah, et puis ici. Il y a des places, oui, aujourd'hui. Donc, j'étais en train de vous dire qu'il faut commencer par là. Et oui, il y a un ouvrage que vous trouverez, je vous en donnerai les références exactes parce que il faut que ça me revienne en tête. C'est un ouvrage sur les sources de l'histoire de France, et pour nous, ils ont publié les sources des conflits là en Bigorre. Alors l'un des auteurs c'était un évêque de Perpignan, d'ailleurs ensuite, s'appelait Carsalade Dupont. Ça, vous ne pouvez pas le louper. Et l'autre, c'était l'archiviste, je ne sais plus comment il s'appelait maintenant. Bon, ça me reviendra.
Donc voilà pour ça. Hein. Donc voilà à peu près ce qu'on a dit. Hein. Le Piémont, les vallées pas atteintes, les églises romanes subsistantes sont dans les vallées. Et puis il y a eu tellement de dégâts qu'il va falloir réparer les églises, rebâtir les églises quelquefois, et surtout ensuite il va falloir les décorer, parce que l'incendie, lui, et le pillage, il a rien laissé. Donc ce sera l'art baroque, ce sera cet art baroque particulier qu'on a ici, avec ces beaux rétables, etc. Et alors, l'église, le renouveau de l'église se marque par le côté somptuaire de ça. Hein. Bon, on y reviendra peut-être un peu, mais... Alors, je vous rappelle ceci, on passe maintenant à Tarbes, ville indéfendable, Tarbes prise 5 fois, même 6 presque. Une chose que je ne vous ai pas dite, par exemple, c'est que le duc de Gramont, là, qui a délogé Lisieux, en 1574, il va se faire payer. Alors il va réclamer je crois que c'est 30 000 livres à la ville de Tarbes, la pauvre ville. C'est... Donc vous voyez que ces fortifications, on l'a dit, et elles n'ont pas vraiment servi. Hein. Pourquoi? Eh bien parce que, première chose, il y a une longueur extrême de fortification. La ville s'étend sur 1 km de long à peu près. Donc vous avez au moins 2 km de fortification à garnir. Vous voyez? Donc, ensuite, deuxième chose, on n'est pas sûr. Et bon, on aurait pu regarder le plan du 18e, mais on n'est pas sûr du tout que certaines parties soient fortifiées entièrement. C'est le cas, par exemple, au Maubourguet. Au Maubourguet, alors il y a bien des portes fortifiées, mais à part ça, les murailles ne semblent pas avoir existé partout. C'est pareil pour le bourg Cravé. Et on n'a pas parlé du tout du bourg Navette, parce que lui, on ne s'occupe pas de le fortifier, ni de défendre. Hein. Le bourg Navette, ce sont surtout des moulins le long du canal. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que le capitaine Bonas, par exemple, il a préféré incendier ces deux bourgs pour éviter donc qu'ils servent de retranchement aux ennemis, aux assaillants. Voyez. Et alors, ce pauvre Maubourguet, je crois que j'avais mis ça sur la notice qui se trouve sur la place. Ce pauvre Maubourguet, il a été détruit entièrement, incendié 2 fois, et 2 fois par les Tarbais. Ce n'est pas les ennemis, ce sont les Tarbais qui ont préféré incendier le bourg les 2 fois, au Moyen-Âge d'abord à l'époque des Anglais, à l'époque où les Anglais faisaient le siège de Tarbes, et puis donc à l'époque du capitaine Bonas, donc ça c'est une chose extraordinaire. Et c'est à cette époque-là, comme il y a des ruines, hein, on le verra après, mais qu'on va décider que ce ne serait plus un bourg habité, mais simplement une place. Vous voyez, ça remonte donc à cette époque-là. Hein. Le bourg Crabé, il n'y a pas de souci à se faire parce qu'on est près du Mercadieu. Et par conséquent, les foires, les marchés, les grands marchés se déroulent là. Et par conséquent, il y a une activité assez intense qui permet donc de relever les ruines. Là, hein. On le verra.
Donc vous avez tout ça. Donc la ville indéfendable, c'est tout ça. C'est aussi que ces fortifications ne sont pas en état. Bien sûr, elles datent du Moyen-Âge, hein. Elles datent probablement... D'ailleurs, elles ne datent pas toutes de la même époque. Pourquoi? Parce qu'on a fortifié les bourgs les uns après les autres. D'abord le bourg vieux, enfin la Cède aussi, hein. La Cède d'abord, le bourg vieux, donc au XIe siècle on a au moins ça. Et puis ensuite on a fortifié les faubourgs qui étaient devenus très populeux. Donc ça va être le Bourgneuf, ça va être Carrère-Longue. On ne sait pas très bien non plus à Carrère-Longue s'il y avait des fortifications partout, hein. Carrère-Longue, je vous rappelle, hein, c'est juste ça, ici et là. La Cède, c'était un périmètre relativement petit, hein, autour de la cathédrale et du château de l'évêque. Bon, donc ces fortifications ne sont pas en état, il y a beaucoup de brèches, ça coûte très cher de les réparer, parce qu'il faut suivre, et puis vu la longueur, et qui doit payer? Est-ce que c'est le corps de ville lui-même, les consuls, vous voyez, toute la ville qui doit participer aux réparations, ou est-ce que c'est chaque bourg qui doit réparer ses propres manquements dans la fortification? Voilà la question qui a dû se poser à cette époque-là, hein. Donc, qu'y a-t-il d'autre? Il semble qu'il n'y ait pas beaucoup de... Il n'y a pas beaucoup de tours intermédiaires non plus, hein, par rapport à... Enfin, il y en a au Bourg-Vieux. Je ne suis pas sûr qu'on en trouve beaucoup au Bourg-Neuf, par exemple. Vous voyez? Ensuite, eh bien, les fortifications sont désuètes. Pourquoi? Parce qu'on a maintenant des canons. Et ce sont des fortifications incapables de résister très longtemps aux canons. Donc, quand Montama vient avec des canons, les gens préfèrent fuir. Donc ils avaient certainement conscience que ça ne pouvait pas résister beaucoup. Ça pouvait résister à une armée, à un groupe de soldats armés de mousquets, si vous voulez, mais dès qu'il y a des canons, c'est plus la peine d'en parler. Alors, vous voyez, c'est sur le plan XVIIIe siècle, vous ne le verrez pas beaucoup parce que vous n'êtes pas très près, c'est pas très net, mais ici par exemple on semble, là vous avez la porte de Rolodge, comme on l'appelle, sur le Bourg-Vieux, vous voyez, et quand on agrandit et qu'on a une bonne photo, on voit quand même quelques tours intermédiaires là, mais il n'y en a pas partout, hein. Vous voyez, c'est des petites indentations là. Alors il devait y en avoir une ici, une à l'angle ici, mais il n'y en a pas beaucoup quand même, hein, vu la longueur des fortifications, hein, enfin des murailles. De toute façon, quand on va essayer de le remettre en état, il faudra prévoir de construire sur le mur des guérites en bois. Voilà comment ils disent. Des guérites en bois pour que les sentinelles là puissent au moins s'abriter le temps de regarder. Donc c'est... Mais les fortifications, elles étaient en bois ou elles étaient... Ah non, non, là elles étaient en galets, comme en face, comme le mur en face. Hein. En galets de la Dour, ça ils le disent bien. Hein. Donc c'est tout ce qu'on a, le plan de 1749, bien sûr, hein. C'est précieux, mais
c'est peut-être pas suffisant. Voilà. Alors j'en viens à ceci. Au Xe siècle, naît la mode castrale. Il faut changer maintenant, c'est plus féodal, c'est castrale. Ensuite, vous avez les fortifications en point dressé, type Morvesem par exemple. Et puis ensuite, à partir de là, ce sont toutes les fortifications qu'on appelle à la Vauban par exemple. C'est des fortifications rasantes à demi enterrées. Ce qui fait que les tirs directs au canon sont difficiles contre les murailles. C'est pas impossible, mais c'est difficile. C'est pour ça qu'on va inventer, parce que à chaque progrès de défense, il y a un progrès de l'attaque, si j'ose dire, on va inventer les tirs courbes ensuite. Donc vous voyez que là vous avez une chronologie. À la rigueur, on peut se défendre contre des bombardes parce qu'elles ne font pas de grands dégâts, mais ensuite, dès l'apparition des canons, et surtout dès qu'on peut transporter des canons, parce qu'au début on va faire des canons très massifs, très pesants, en bronze par exemple, et donc on aura du mal. Mais dès qu'on va transporter les canons, eh bien à ce moment-là, c'est fini. Donc il faut s'adapter à l'artillerie, et ces fortifications en point dressé, comme suivant l'expression du texte là, eh bien, ne sont plus capables de résister. C'est pour ça qu'on va progressivement, avec la Renaissance, abandonner le côté fortification dans les châteaux pour les aménager avec un cadre de vie beaucoup plus moderne en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on va élargir les fenêtres, on va combler les douves, on va etc. Donc là vous avez donc les fortifications trop étendues, et surtout ce que je ne vous ai pas dit là, c'est qu'on n'a pas suffisamment d'hommes. Tarbes n'est qu'une petite ville, et donc le fait, je n'ai pas insisté peut-être sur le fait que de faire des fortifications indépendantes pour chaque bourg, ça veut dire qu'on a des points faibles au point de jonction entre les deux fortifications. Vous voyez, ces fortifications médiévales ne sont pas entretenues, donc brèches dans les murs, fossés vaseux trop peu profonds, parce qu'on ne les cure pas régulièrement, donc elles sont parfois incomplètes. Ça a un rapport avec le fait que la ville de Tarbes a très peu donc de territoire, et par conséquent elle manque d'argent, parce que quand on a dans une commune, et c'est valable jusqu'à maintenant, quand on avait une grosse dépense à faire, qu'est-ce qu'on faisait? Eh bien on faisait une coupe de bois exceptionnelle. On vendait ce bois et ça permettait d'avoir une somme d'argent conséquente pour faire une entreprise hors norme dans la commune. Vous voyez, à condition quand même que, mais ça c'est déjà au XVIIe ou au XVIIIe siècle, à condition quand même que les services de la marine ne viennent pas vous prendre les beaux arbres là pour les navires. Ce qui a été le cas et que j'avais trouvé pour le bois du Marmajou à Maubourguet. Alors là, du jour au lendemain, ils sont venus, ils ont marqué des arbres et puis ils les ont emportés ensuite. Ça n'a pas fait tellement l'affaire de la communauté de Maubourguet. Et alors, le fait que
ces murailles sont incapables de résister aux canons. Ça explique sans doute le fait que la plupart du temps, les habitants de Tarbes, n'ayant pas confiance dans leurs murailles et dans leurs défenseurs, il faut bien le dire, hein, eh bien, ils fuient. Quand ils peuvent, ils fuient. Je vous avais montré cette carte-là pour vous montrer aussi pourquoi, là on va chercher, pourquoi Tarbes n'a pas été défendu non plus. Hein. Donc il y a déjà une explication. Mais ici, vous voyez Pau là, vous voyez ces taches jaunes, enfin ces ronds jaunes qui représentent un peu les implantations protestantes très importantes. Hein. Et il y a les domaines évidemment du vicomte de Béarn, hein, mais il y a aussi l'ouest, vous voyez le sud-ouest, le sud aussi. On pourrait dire presque qu'il y a un nord catholique, si on veut simplifier beaucoup, hein, et un sud plutôt protestant. Hein, et nous sommes à la limite entre les deux. Donc une position très défavorable. Alors voilà, ça on ne l'avait pas vu. En 1573, alors rappelez-vous que en 1573, il n'y a pas de prise de Tarbes, hein, donc il n'y a pas eu d'armée, mais la panique résulte de ce qu'il y a des bruits qui courent. Et ça ira jusqu'à la Grande Peur de 1789, là. Hein. Vous voyez, donc des bruits qui courent et qui, à cette époque-là où il n'y a pas de communication, elles sont très difficiles, on n'a que des on-dit. Et les on-dit, ils s'amplifient facilement. Hein. C'est-à-dire qu'on exagère toujours le danger. Et donc en 1573, il était vrai que M. le baron d'Arros avait des compagnies en pied, c'est-à-dire il a des soldats, quoi, et prétendait venir en Bigorre comme il fit au mois de juin suivant. Mais à cette heure-là, l'alarme était supposée, néanmoins elle donna tel effroi que les plus pressés prirent la fuite. Tout le peuple, jusqu'aux femmes et enfants, à qui mieux, se chargèrent de meubles pour les garantir, les uns dans le château de Séméac, les autres en divers endroits des prochains villages. Prochains, ça veut dire proches, hein, oui. Des villages proches, où ils se tenaient la nuit et le jour où ils venaient à la ville. Voilà, donc c'est un exemple de panique, et il y en a eu plusieurs comme ça, hein, bien sûr. Montgomery n'avait pas l'intention de prendre Tarbes parce que c'était une armée qui ne faisait que passer et qu'il avait le siège de Navarinx à faire lever. Et donc c'est, semble-t-il, d'après Morand, ce sont des protestants de Tarbes qui ont tellement sonné l'alarme dans la ville que les gens ont fui. Et ce qui a incité Montgomery à venir, bien sûr. Il n'a pas fait, lui, il n'a fait, je pense que, évidemment, détruire les églises, il a commencé, mais il a surtout rançonné. Donc la position est très défavorable, on l'a dit. La comtesse de Bigorre, qui est la comtesse de Béarn, bien sûr, est elle-même protestante et elle va chercher à limiter la religion catholique dans ses manifestations extérieures, les processions, les prêches, par exemple, etc. Dans un premier temps. Ensuite, elle va essayer de faire en sorte que les gens cohabitent davantage. Mais dans la région, beaucoup de catholiques se sont convertis, et notamment en bordure du Béarn, hein, bien sûr. Et beaucoup de protestants à l'intérieur de la ville, donc. Hein.
Séméac est donc un bastion catholique et royal, en quelque sorte, puisque le duc de Gramont est fidèle entre les fidèles au roi de France, au pouvoir royal, et il est aussi catholique. Et à côté de ça, vous avez la baronnie de Bénac qui est complètement protestante, tout simplement parce que la comtesse, la vicomtesse qui est à la tête de la baronnie de Bénac est protestante. Voyez, donc, quand il s'agit de venir piller la ville, les habitants de Bénac et de la baronnie, là, viennent à Tarbes et ils pillent la ville une fois que les troupes sont parties. Donc, c'est pas étonnant que la fuite soit toujours, semble souvent, en tous les cas, la meilleure solution. Alors, on va voir maintenant, ça c'était en guise d'introduction pour revenir un peu sur ce qu'on avait dit. Mais on essaie de faire un bilan matériel et humain maintenant. Hein. Eh bien, quand le président de Tours, le conseiller de Tours, en 1582 traverse la ville, il dit, vous le voyez, la ville ne comprend plus que 4 bourgs. Ce qu'il dit, c'est Tarbes est une solitude habitée par des paysans. Donc ça dit tout. Hein. Ensuite, le bilan matériel, il doit faire évidemment la part pour les rançons qui ont ruiné les bourgeois. Les rançons sont élevées et c'est une manière pour les soldats de s'enrichir à la guerre. Hein. Parce que s'ils ont rançonné quelqu'un, c'est qu'ils l'ont désarmé, si vous voulez, et s'ils l'ont rançonné, c'est pour avoir, comme on appelait ça à l'époque, des pécunes, c'est-à-dire de l'argent. Et il faut parfois plusieurs années pour que la rançon soit totalement payée. Donc ce sont des sommes importantes. Alors c'est le cas pour, on a dit, Montama en 1570, c'est le cas pour Lisieux avec les chanoines, ça Morand le dit bien. Ensuite, le reste, on le sait ou on ne le sait pas, mais enfin ça se fait ça, chaque fois. Hein. Et puis les pillages systématiques, c'est surtout Montama dans un premier temps, et puis surtout ce qu'on avait vu, on avait vu le texte de Morand, les pillages autour de Tarbes, mais autour de Tarbes, la terre est possédée par les Tarbais la plupart du temps. Hein. Donc autour de Tarbes, c'est les pillages par les bandes commingeoises de la Sainte Alliance catholique. Hein. Alors incendie, tous les établissements ecclésiastiques, c'est-à-dire les couvents, les églises. Alors les églises, il y en avait 3, hein, parce qu'il ne faut pas oublier l'église Saint-Martin, qui cohabitait avec les 2 autres, Saint-Jean, et l'église Saint-Martin a disparu à ce jour, bien sûr. Alors il reste une petite rue Saint-Martin, c'est au nord de la route de Pau. Hein. C'est une petite rue que vous n'avez peut-être jamais prise. Il faut s'y promener à pied. Et vous voyez qu'il y a déjà, rien qu'avec ça, beaucoup de travail de reconstruction, de réparation, de reconstruction. Si vous y ajoutez le collège, parce qu'il était tenu par des ecclésiastiques, si vous y ajoutez les 2 hôpitaux, parce qu'il y avait 2 hôpitaux, qui étaient tenus aussi
par des ecclésiastiques le plus souvent, eh bien, ça fait quand même beaucoup à réparer. Les maisons des particuliers, maintenant, en principe, les maisons de particuliers ne sont pas trop touchées, pas autant que les établissements qui appartiennent au clergé. J'ai oublié de vous dire qu'à part les églises, il y a aussi les maisons qui appartiennent, les presbytères, les maisons qui appartiennent aux chanoines, par exemple, mais les chanoines sont riches, en principe. Donc, l'incendie des maisons civiles n'est pas programmé normalement par les troupes protestantes. Mais l'enquête de 1575, Morand n'en parle pas, mais l'enquête de 1575 signale qu'une bonne partie des maisons de la ville fut brûlée. Et l'enquête semble sérieuse puisqu'elle chiffre les dégâts. Ce serait autour de 300 000 livres de dégâts. Ça veut dire qu'il n'y a pas grand-chose qui a échappé au brûlement, comme il disait. Alors, là, les pertes en vie humaine, eh bien, c'est très difficile à évaluer. Le seul moment où l'on a une évaluation qui figure dans nos sources, c'est en 1571 avec Montama. Les sources sont pas... Enfin, les sources convergent pour dire qu'il y a eu beaucoup de morts. Mais l'évaluation, elle va de 2000 morts pour Morand. L'enquête de 1575 parle de 1450 corps ou plus, et les témoins qui font partie de l'enquête parlent de... Ils ont des chiffres très variables entre 700 et 1200 tués. Donc on a une ville complètement saignée à blanc, désertée. C'est Morand qui dit que l'herbe pousse dans les rues de Tarbes. Et Jean-François Soulet, qui a étudié donc les délibérations municipales qui ne sont pas d'une lecture facile, donc dans ce début du XVIIe siècle, puisqu'on les a, je ne sais plus depuis quelle date, mais au moins depuis 1616, je pense, la ville, dit-il, est un corps frêle flottant dans le vêtement trop ample qui est devenu son enceinte. C'est beau. Mais c'est triste. En tous les cas, dans ces délibérations municipales, chaque fois, le corps de ville assemblé dénonce le manque d'habitants. Le fait qu'il n'y a plus assez d'habitants, on va le voir après. Parce que la ville est encore profondément marquée. Les guerres proprement dites sont derrière nous, mais la ville est profondément marquée. Et elle craint, tout ce temps-là, elle craint un nouvel affrontement. Alors là, on se situe fin XVIe, début XVIIe siècle. Alors, les traces du dernier conflit sont encore très visibles dans la ville. Et les traces, vous les trouvez dans les établissements religieux. Le Maubourguet est une étendue très bosselée, couverte de ronces, d'orties,
et avec des ruines. Tarbes est à demi vide, c'est ce qui est dit dans les déclarations de 1614-1616. Mais les conséquences sont importantes. Conséquence, une garde efficace est impossible. Comment mettre les habitants à la garde sur les murailles quand il n'y a pas assez d'habitants? C'est quasiment impossible. Mais peut-être encore plus grave, comment procéder à l'élection des consuls quand certains bourgs n'ont aucun candidat? Il faut dire que les bourgeois qui forment des sortes de dynasties municipales, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent la plupart dans la même famille comme consul, comme premier consul, c'est-à-dire une sorte de maire de l'époque, eh bien, ces familles ont été très touchées, et notamment les rançons se sont accumulées sur leur tête. Donc, ils n'ont plus les mêmes fortunes, c'est sûr. Et en même temps, la ville a toujours des charges fixes, mettons, sans compter les autres, mais des charges fixes, il faut les payer quand même. Il y a des impôts à payer, par exemple. La ville doit payer des impôts. Donc, comment va-t-elle faire? Comment répartir les charges sur ce peu d'habitants, s'ils n'ont pas les moyens de payer? En plus, l'année 1614 est une très mauvaise année. D'abord parce qu'il y a eu des récoltes très insuffisantes en 1613. Et donc, les conséquences se font sentir surtout sur les prix. La première conséquence, c'est que le prix du vin a beaucoup augmenté. Et ça provoque une émeute à Tarbes, ce que Morand, c'est Morand, oui, je crois. Oui, une grande crierie du peuple. Donc, grande crierie du peuple. Et puis, suivant le prix du vin qui augmente beaucoup, le prix des grains, ça devient plus important, augmente aussi beaucoup. Donc la misère grandit. Et les pauvres sont nombreux. On ne sait pas comment leur venir en aide. Ceux qui sont complètement indigents, et par conséquent on les réunit une fois par semaine, on les réunit dans le cloître de Sainte Thérèse, enfin qui s'appelait les Carmes à l'époque, dans le cloître des Carmes, et là on leur donne quelques piécettes chaque semaine pour chaque jour. Enfin, c'est très peu. En même temps, il y a des bruits de guerre. Parce qu'on est, si vous voulez, en 1614, c'est les grands qui se révoltent, donc il y a des problèmes partout. Il va y avoir aussi des révoltes. C'est pour ça que je vous ai fait passer le livre de José là sur Audijos. Il va y avoir des révoltes antifiscales parce que les impôts vont s'abattre sur des populations très touchées par la crise économique et ils n'ont plus qu'une solution, se révolter. Alors c'est ce qu'on va appeler les croquants ou les nu-pieds. Et par exemple, pas très loin d'ici, en Périgord, et là, la révolte contre la gabelle d'Audijos, ce sera il est d'Agenmot, en Chalosse, et par conséquent, ça sera la Chalosse, ça sera
tout le sud-ouest ici. Hein. Donc, et partout, dans l'ouest, partout, il y a des révoltes de ce type-là. Donc, non seulement les conséquences d'une crise économique se font sentir, vous voyez, à divers moments. Hein. Et puis, ces bruits de guerre, évidemment, quelquefois, ils s'amplifient à tel point qu'on a peur, on a vraiment peur, comme on l'a vu en 1573, là, on a vraiment peur et on commence à se préparer à fuir. On commence à fuir peut-être pour certains, mais tout ça n'est pas une ambiance très facile hein, à supporter. Deuxième chose, la psychose donc d'un nouvel affrontement. Et le problème, c'est toujours l'information. À une époque où on n'est pas informé, on ne sait pas ce qui se passe. Par exemple, en 1614, le Parlement, toujours pareil, 1614, donc grosse révolte nobiliaire, hein, le Parlement de Toulouse leur ordonne, au nom du roi, hein, de faire bonne garde à cause de troupes venant du Béarn. Et avec des tentatives possibles de pillage, vous voyez. Une lettre royale qui est arrivée aussi, disant qu'il faut se préparer parce qu'il semble y avoir les préparatifs d'une guerre civile. Et le gouverneur de Béarn qui rétablit la police par-ci par-là, le gouverneur du Béarn arrive avec ses gendarmes, ses soldats, et il fait tellement peur aux habitants que ceux-ci prennent la fuite aussi. Et puis finalement, il a fait dire qu'il venait pour rétablir la police un peu partout, hein, et pas pour attaquer la ville de Tarbes. Donc vous voyez que la mentalité est vraiment particulière. Hein. Alors c'est toujours dans la ville les mêmes problèmes, garde, effectifs insuffisants, remise en état des fortifications. Le sénéchal de Bigorre est nommé gouverneur et on va payer une garnison. On n'a pas assez d'hommes pour monter la garde, alors on arrive à payer une petite garnison, mais 30 à 100 soldats, c'est vraiment insuffisant. Ensuite, il faut payer des pots de vin pour éviter la venue des troupes dans la ville, parce que les soldats ne se comportent pas toujours très bien, évidemment. Quand ils logent dans la ville, enfin, vous imaginez, ils volent, ils boivent, c'est la loi du plus fort, quoi. Et en janvier 1616, par exemple, la ville est obligée d'emprunter très rapidement 600 livres qu'on va demander à 3 des principaux habitants, comme on disait, des plus fortunés, autrement dit. Donc on est en pleine crise. Donc vous voyez, il ne suffit pas de traverser les épisodes sanglants des guerres elles-mêmes, mais ensuite il faut supporter les conséquences. Et vous voyez qu'elles ne sont pas minces. Alors, en plus, va se greffer là-dessus une crise qui éclate entre les habitants. Alors, c'est d'abord la mésentente entre Tarbais, enfin entre dirigeants tarbais, on va dire. C'est-à-dire que, par exemple, Tarbes, la ville est engagée dans 6 procès importants en même temps.
Alors, imaginez qu'il faut des avocats, il faut des pots de vin au juge, il faut... Enfin, ça coûte très cher les procès. Et encore faut-il gagner, si on gagne encore. Mais si on perd. Alors, 6 procès durant les 25 premières années du XVIIe siècle, c'est quand même beaucoup. Hein. Donc, surtout ce genre de procès. C'est l'évêque et le chapitre qui entament un procès contre le principal du collège, parce qu'ils ne sont pas d'accord sur sa nomination, sans doute. Voyez. Le juge mage, qui était d'ailleurs un protestant depuis le début, hein, contre les consuls, enlevez-le, contre les, mettez un S à la place, contre les consuls de 1616, et puis il y a aussi des particuliers qui font des procès à Tarbes. Donc il y a d'abord ça, hein, la mésentente entre dirigeants tarbais. Il y a ce qui continue et dont on avait parlé par exemple, hein, crise de recrutement consulaire. Les consuls sont élus dans chaque bourg, et de temps immémorial, ça n'a pas changé. Donc, même s'il y a par exemple un consul qui est élu au Maubourguet, le Maubourguet n'existe plus, mais il y a toujours un consul quand même. Il faut trouver quelqu'un. Vous voyez, donc c'est assez extraordinaire ça. Et vous avez Laroy, premier consul en 1616, pendant des mois, il refuse la charge de premier consul. Alors vous imaginez les difficultés. On se croirait presque à l'heure actuelle. Hein. Bon, ça c'est une remarque en dehors, oui, quand même. On a des rapports très tendus avec les États de Bigorre. Parce que nous sommes ce qu'on appelle un pays d'État. C'est-à-dire un pays où une assemblée, les États de Bigorre, ont certains pouvoirs octroyés par le roi. Ces pouvoirs, c'est essentiellement, on y reviendra peut-être un peu par la suite, c'est essentiellement la répartition des impôts. Or, cette répartition des impôts, elle ne fait pas du tout la part des destructions que tu le pendant les guerres, alors que la partie sud du comté n'a pas été touchée, leur richesse non plus. Alors c'est un peu anormal de voir qu'on prélève les mêmes impôts que ceux qu'on prélevait avant les guerres et les destructions. Il y a ça d'abord, ça semble injuste. Ensuite, la ville de Tarbes, j'allais dire le tiers-État, mais c'est pareil, hein, là. La ville de Tarbes a des représentants qui sont fixés en nombre aux États de Bigorre, mais elle trouve qu'il y a trop d'ecclésiastiques et de nobles. Les deux se confondent souvent, hein, puisqu'il s'agit de l'abbé de Saint-Pé, par exemple, vous voyez, qui est aux États de Bigorre, ou d'autres, comme ça. C'est-à-dire les têtes des couvents, entre autres, l'évêque, enfin, elle trouve qu'il y a trop d'ecclésiastiques et de noblesse qui grèvent le budget des États, parce qu'il y a 2 sessions par an qui durent au moins 8 jours, et que pendant 8 jours, les États prennent en charge tous les frais des délégués. Bien sûr. Alors des frais de bouche, des frais de cuisson, pardon, des frais d'auberge, de ce genre de choses. Donc voilà les 2 points principaux qui mécontentent les élus de Tarbes.
et qui font que on n'est pas en bon terme avec les États de Bigorre. Alors, il y a quand même des efforts pour rétablir la situation. Hein. Ces efforts, c'est d'abord une imposition supplémentaire de 2500 livres en 1614. Ensuite, et ça c'est la recette universelle, hein, plus que les impôts directs, c'est surtout les taxes indirectes. Les impôts sur le vin, sur le bétail par exemple, qui sont augmentés. La TVA. On n'ose pas trop toucher quand même au prix du grain, hein, parce que là, il en va de la vie des plus pauvres, quoi. Hein. Alors, il y a aussi, on essaie de réduire les dépenses qu'on appelle somptuaires. Par exemple, on avait l'habitude, à chaque nouvelle élection des consuls, de leur fabriquer un habit de cérémonie pour les processions du corps de ville, là, à travers la ville. Hein. Eh bien, il est décidé que ces robes, eh bien, elles serviraient pour plusieurs consuls suivants. Vous voyez, c'est à peu près ça. Hein. Elles ne seront pas usées, non, parce qu'ils ne les portent que dans les circonstances un peu particulières. Cet effort pour remodeler la ville, on va avoir aussi, donc, on va s'occuper du Maubourguet d'abord. Hein. Donc le Maubourguet qui est un terrain vague, plein de ronces, d'orties, etc., hein, au milieu de la ville. Hein. A été résolu, conclu et arrêté que la place du Maubourguet sera aplanie et unie, le plus proprement que faire ça pourra. Et à ces fins, que les ronces qui y sont seront coupées, afin doter la commodité aux marchands de s'y pouvoir cacher, pour faire aucun méchant acte aux habitants. J'ai dit méchant, oui. Oui. Bon. Et à ces fins, toute muraille démolie et la pierre mise en pile pour le service des réparations de la ville. Il fallait y penser quand même. Hein. Et de plus, la dite place sera fermée d'une bonne chaussée et fossée des côtés de midi et de septentrion, afin que les habitants y puissent faire tous actes de conversation en assurance. En assurance, c'est-à-dire hors danger. Donc, on va aménager enfin la place du Maubourguet en place. Si je dis, le bourg du Maubourguet, pardon, en place. Hein, et ça a pris quand même beaucoup de temps, ça. Hein, parce qu'il s'agit simplement de nettoyer et de démolir les murailles. Hein. Ça, c'est une première chose. Alors, il y a même un projet de reconstruction de la ville. Ce n'est pas rien, hein, un projet de reconstruction. C'est parce que le maréchal de Roquelaure est en train de visiter Tarbes et on lui montre Tarbes. Il voit bien que Tarbes est une ville indéfendable, alors il propose. Le Dissieur d'Abadie, premier consul de Tarbes, a aussi remontré que pendant le séjour du dit Seigneur, maréchal de Roquelaure, lieutenant du roi en Guyenne et maréchal de France, 26, 27, 28 septembre 1617, lui et ses compagnons lui auraient fait voir la ruine et mauvais état de cette ville et l'importance d'Issel pour le service du roi, lequel a reconnu le tout fort véritable, et pour la remettre a jugé être nécessaire, attendu que cette ville est bâtie tout de long, de ruiner un bout et de bâtir en carré ou en rond en l'autre, en indemnisant les habitants du lieu qu'on ruinerait.
mais cela étant une œuvre royale et de grands frais, les a chargés de faire dresser le plan de cette ville et lui envoyer mémoire pour en parler au roi. Leur ayant promis de le faire et y apporter tout son possible, sur quoi il a été arrêté qu'on fera peindre le plan de la dite ville. J'aimerais bien qu'on puisse le retrouver s'il existe encore, hein, et dresser les 10 mémoires pour les faire tenir aux 10 seigneurs à des pans communs de la ville. Donc vous voyez, c'est radical comme transformation, mais autant dire que ça n'a jamais été fait. Vous vous rendez compte que l'État n'a pas les moyens, enfin, il n'a pas mis les moyens parce que l'importance stratégique de Tarbes n'est pas telle qu'il faille à nouveau la couvrir de remparts, etc. Et bien voilà, on va en rester là pour aujourd'hui. Vous voyez que la situation n'est pas florissante. Hein. Ça ira mieux là. Ça ira mieux peut-être. Hein. Peut-être parce qu'au milieu du siècle, vous allez avoir la peste. Vous allez avoir la révolte du Lavedor. Donc, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Vous pouvez aussi nous encourager en cliquant sur le pouce vers le haut. Les commentaires de soutien sont également les bienvenus. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner. Merci et à bientôt.